Eh bien, on a vraiment de la chance parce que dans le Calvados, dans la Manche, dans la Normandie, nous avons des huîtres de qualité, nous avons des huîtres délicieuses. Et j'ai eu la chance d'être fourni ce matin. Et j'ai déjà mangé ma 12e d'huîtres. Ça te dirait? Non, ça va aller, merci. Moi, je mange pas d'animaux et encore moins quand ils sont vivants, en fait. Et pourquoi? En parlant d'animal vivant, elle est où, Amy? Merci Noah de penser à moi. Je suis désolée, j'ai totalement oublié l'émission. Je suis encore en entraînement là pour les mondiaux de catamaran. Bon, je me change, vous voyez bien que je suis en tenue et j'arrive tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette magnifique salle qu'est le Sillon. Tout à fait Manuela, quelle chance pour nous d'être ici pour présenter notre projet de Web TV que nous travaillons depuis maintenant 8 mois en partenariat avec RNJ, Reporter Normandie Jeunes et Culture et Nature. Au fait, nous sommes les secondes 7 du lycée Charles de Gaulle et c'est avec un immense plaisir que nous allons vous faire voyager avec nous Pour explorer notre thème, Les mers et les océans. Bonjour à tous, nous sommes Lila et Margot et aujourd'hui nous allons découvrir un métier de courage et de passion. Ostréiculteur. En 2008, l'ostréiculture française frôle la catastrophe. Face à une mortalité inexpliquée, il a fallu choisir mourir avec le système ou tout réinventer. On a eu une grosse mortalité, comme tout le monde, dans la profession. On a licencié pas loin de 10 personnes dans l'entreprise et on s'est dit comment faut faire pour gagner autant d'argent et continuer l'entreprise avec moins de volume. Pour sauver leur exploitation, ils se sont tournés vers une méthode venue du bout du monde. Donc on s'est dit il faut qu'on parte sur de la qualité. Et du coup on s'est inspiré de ce qui se passe en Australie. Donc ils font des huîtres de qualité dans les poches australiennes, dans les poches suspendues. Et on est parti là-dessus. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on n'a que ça. Et pas que ça, mais on est à 70% quoi, à peu près. Et du coup, on a remonté l'entreprise grâce justement à la qualité quoi. Donc ce qui compte, c'est plus la qualité que la quantité. Avant, on faisait à peu près 1000 tonnes d'huîtres. À l'heure d'aujourd'hui, on fait à peu près 400-450 tonnes de cristal. Après avoir compris ce changement, nous avons eu l'opportunité de voir concrètement comment cela fonctionne. Hervé nous a expliqué ce fameux système qui change tout. Du coup, la poche, dès qu'il y a de la vague, elle bouge comme ça. Et il faut savoir qu'en Normandie, il fait quand même beau. Donc pour les faire bouger, on met un flotteur en dessous. Et dès que la mer remonte, la poche elle remonte, comme ça, grâce au flotteur. Et avec le courant, elle bouge. Okay. Donc elle fait bouger tes huîtres. Elles s'entrechoquent. Et plus elles s'entrechoquent, plus ça fait de la natte. Et plus ça fait de la natte, plus ça fait de la chair. On comprend que cette nouvelle technique permet d'avoir des huîtres de bien meilleur goût. Mais on apprend aussi que cette innovation ne change pas la difficulté du métier d'ostréiculteur. Et lui, non, ce qui est franchement sympa, parce que tu nous connais, c'est plus une passion qu'un métier. De se remettre en question, parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, on en apprend plein sur l'huître suspendue. On n'est encore pas au top du tout et on n'y sera peut-être même jamais. Mais... On a alors demandé si cette nouvelle façon de faire leur permettait de gagner du temps. Il n'y a pas moins de temps, il n'y a pas moins de mortalité, il n'y a pas moins de boulot parce que du coup, au lieu de travailler une poche, on en porte 4. On met 4 fois moins d'huîtres. Donc du coup, je ne vais pas dire qu'il y a plus de boulot, mais on ne les retourne pas, certes. Mais par contre, on met des flotteurs partout. Donc des huîtres qui sont ici, dans un mois, on va les remettre au large. Dans 3 mois, on les ramène ici. Alors qu'une huître à poche à plat, on la prend, on la ramène au large et une fois qu'elle est bonne à vendre, on la ramène, on la fait durcir. Il y a beaucoup plus de travail, mais moins de travail de force. Voilà. C'est vachement plus agréable de faire de la qualité que de faire de la quantité. On espère que vous avez mieux compris les coulisses de ce métier. Un grand merci à Cédric et Hervé pour leurs explications et à l'entreprise Cristal pour l'accueil.
Et oui, car en effet, la France est le premier pays producteur d'huîtres d'Europe. Et d'ailleurs, notre région, la Normandie, ainsi que les Hauts-de-France, présentent la plus grande zone conchicole de notre pays. Si ce reportage vous a donné envie de vous former à l'élevage de coquillages, vous pouvez vous renseigner auprès d'un lycée maritime ou d'une école aquacole pour préparer un diplôme, et ce, du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Dans le cadre de notre projet, nous avons eu l'immense chance de pouvoir visiter le CREC, ou Centre de recherche en environnement côtier de Luc-sur-Mer, le 3 février dernier. Alors, un chercheur et un chef technicien nous ont ouvert les portes de leur laboratoire. Donc, on vous propose qu'à travers un reportage de notre confection, vous nous suivez dans les coulisses du CREC. Pascal Claquin est un chercheur, enseignant et responsable d'équipe, spécialiste du phytoplancton et de l'écophysiologie des producteurs primaires marins. Il s'intéresse à la caractérisation et à l'évolution des flux de carbone sous l'effet des pressions anthropiques, telles que l'eutrophisation et l'artificialisation des habitats. Ces travaux le conduisent à travailler en laboratoire ainsi qu'en mer, aussi bien à la surface qu'en plongée. Son principal terrain d'étude est l'écosystème de la Manche, mais il intervient également aux Antilles, en particulier dans l'archipel de la Guadeloupe, en collaboration avec l'Université des Antilles et l'OHM Littoral Caraïbes. Il nous a présenté la bouée située dans la mer, proche de la station, là où lui et son équipe font des travaux et analysent des paramètres de l'océan, tels que son pH, son acidité, sa température ou encore sa salinité. Il nous a aussi parlé des tuyaux qui pompaient l'eau de mer jusqu'à la station pour étudier sa qualité. Il nous a expliqué que ces tuyaux sont comme une sorte de prise USB de l'océan. Ils connectent directement la mer aux instruments scientifiques pour comprendre ce qui s'y passe en temps réel. Monsieur Claquin nous a montré les infrastructures plus modernes pour faciliter la vie marine, telles que des blocs de béton pour pouvoir fixer les éoliennes dans la mer avec toutes sortes de trous pour que les différents animaux puissent rentrer et ne pas être trop perturbés par les installations. Ensuite, nous avons vu une scientifique qui travaillait dans son laboratoire. Elle analysait l'eau avec toutes sortes d'outils et d'instruments. Et donc voici Léo. Il nous a expliqué comment marchaient les différents instruments comme le CTD qui mesure la salinité, le pH, l'acidité et la température de l'eau. Nous avons longuement discuté avec lui pour parler des conditions de la vie marine ainsi que de son travail. C'était interactif, ce qui a rendu cette partie particulièrement pédagogique. Un peu après, nous avons été avec Richard dans le patio de la station marine où sont stockés tout ce qui est utile pour rendre le travail de tout le personnel efficace. Il y avait par exemple des bateaux qui servent à faire des excursions dans la Manche. Ensuite, nous avons visité l'établi où sont stockés tout le matériel pour les réparations ainsi que celle des scaphandres, masques, tubas et autres matériaux de plongée indispensables pour le travail de tous les plongeurs. Enfin, nous sommes allés nous balader sur la plage de Luc-sur-Mer, non loin de la station marine. On a pu apercevoir les deux bouées, celle qui sert à pomper l'eau de mer jusqu'à la station et l'autre dédiée aux expériences. C'était une visite très enrichissante à faire au moins une fois dans sa vie. Nous remercions Richard, Léo et Pascal qui nous ont accompagnés tout au long de la visite. Un grand merci à Chloé et à Mathéo qui ont respectivement réalisé le montage et le texte de cette vidéo, ainsi qu'à Manuela d'avoir prêté sa voix pour les commentaires. Dès à présent, et suite au reportage sur la visite que notre classe a eu la chance d'effectuer, nous allons continuer à explorer les exploitations scientifiques de la mer. Pour vous, Camille, Laura et Morgane ont travaillé sur un sujet beaucoup plus méconnu du grand public et pourtant surprenant. Camille, nous t'écoutons. Imaginez un instant, une moule sur son rocher à proximité d'une de ses consoeurs. Cette scène semble paisible, pourtant quelque chose d'invisible circule entre elles. Pas un virus, pas une bactérie, mais un cancer. Oui, vous m'avez bien entendu. Quand on parle de cancer,
on pense à une maladie personnelle qui s'arrête à un individu. Mais chez certains animaux, notamment les bivalves, donc les moules, les palourdes et les coqs, ce cancer peut se transmettre, voyager d'un organisme à un autre, traverser les océans et survivre pendant des années. Des cellules cancéreuses qui deviennent presque immortelles, quittant leurs hôtes, colonisant de nouveaux individus et pouvant s'étendre à travers une nouvelle espèce. Pendant les 5 prochaines minutes, nous allons donc plonger sous la surface de l'océan afin de découvrir l'un des phénomènes biologiques les plus surprenants et les plus fascinants dont on ne parle encore que trop peu. Normalement, un cancer reste dans le corps d'un seul individu. Pourtant, une découverte chez les coquillages marins en 2015, soit récemment à l'échelle de la recherche, nous a prouvé que dans de très rares cas, les cancers peuvent devenir contagieux. Les cellules cancéreuses elles-mêmes passent d'un individu à un autre. Ces cancers sont appelés cancers transmissibles clonaux, car toutes les cellules cancéreuses descendent d'une même cellule cancéreuse d'origine. Il en existe 11 espèces connues atteintes de cancers contagieux, dont 9 chez les bivalves. Aujourd'hui, 14 lignées de cancers transmissibles sont connues. Cependant, il existe aussi chez les mammifères, comme chez les chiens ou les diables de Tasmanie. Ce phénomène n'existe pas chez l'homme et ne peut nous être transmis. Ces cancers touchant les coquillages marins sont comparables à des micro-organismes parasites. Chez les bivalves, il en existe un appelé néoplasie hémocytaire. Il ressemble à une leucémie. Un cancer touchant le sang et la moelle osseuse, caractérisé par une production incontrôlée de globules blancs, immatures ou anormaux. Chez les bivalves, la néoplasie hémocytaire touche les cellules du sang appelées hémolymphes. Dans de graves cas, elle peut entraîner la mort de l'animal. Les cellules atteintes peuvent être libérées et sont capables de survivre durant 3 jours dans l'eau afin d'aller contaminer un autre individu. Dans certains cas, elles sont également capables de s'étendre à une nouvelle espèce. Cette méthode de propagation leur permet donc une prolifération rapide. Cette découverte a notamment été permise par de nombreuses analyses et expériences que nous avons pu découvrir notamment dans un article de la revue Science et Avenir. Afin de prouver cette transmissibilité, les chercheurs, donc comme l'a dit Morgane, ont effectué des analyses génétiques très précises qui montrent qu'un cancer né dans une espèce A s'est ensuite transmis à une espèce B. Dans la plupart des cas, lorsque les chercheurs examinent l'espèce A, avec le temps, on ne détecte plus la présence du cancer. Cela suggère donc que le cancer ne se propage aujourd'hui plus chez l'espèce d'origine et uniquement chez l'espèce B. Ainsi, elles appartiennent à une seule et même lignée cancéreuse, ce qui nous prouve bien qu'il s'agit d'un cancer contagieux interespèce. Cette découverte est d'une très grande importance car elle nous montre qu'un cancer peut se transmettre entre espèces et se propager sur de très longues distances, comme par exemple dans nos océans qui sont un milieu favorable à la prolifération de cette maladie. Ces cancers représentent tout de même un danger pour nos écosystèmes marins et les espèces exploitées par l'homme. En effet, les recherches tendent à prouver que les activités marines seraient la principale cause de la prolifération rapide de ce cancer à travers le monde. Le réchauffement climatique et les migrations causées par celle-ci accélèrent donc cette prolifération, rendant l'environnement plus favorable au développement de la tumeur, selon une enquête de National Geographic. L'objectif final et futur serait donc de comprendre le mécanisme des métastases à travers ces leucémies afin de pouvoir créer des thérapies pour celles-ci et pour d'autres espèces, notamment l'homme. Ces cancers ouvrent donc des portes sur la compréhension des cellules cancéreuses chez l'homme. Merci Camille, Laura et Morgane. Passons désormais au sujet suivant. Autre espèce marine présente dans nos vêtements, dans nos plats, mais aussi dans nos médicaments. Il en existe plus de 100 000 espèces recensées à ce jour. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui, nous allons vous dévoiler la face cachée des algues à travers une chronique préparée par Louise, Éloi et Noémie. Mais tout d'abord, ils vous ont préparé une interview d'un chercheur de la Merci, Benoît Véron. Un chercheur ici à l'université de Caen en Normandie. Elle devait faire des sciences, on a fait des sciences, dans le département de biologie, sciences de la Terre, biologiste et biologiste des algues. Et je fais ma recherche dans le laboratoire Merci, qui s'intéresse aux organismes et aux environnements marins. Alors l'homme a besoin des algues historiquement comme ressources alimentaires, de
populations littorales ont consommé des algues depuis assez longtemps et continuent d'en consommer directement ou indirectement, soit des algues entières, soit des produits extraits d'algues pour l'alimentation. Et puis avec le développement de la chimie industrielle il y a 50 ans, un tas de produits ont été extraits et sont aujourd'hui, on les retrouve aujourd'hui dans des formulations de produits alimentaires, de produits cosmétiques, de produits phytosanitaires, etc. Donc c'est une biomasse très utilisée par l'homme qui répond à des besoins qu'en général les végétaux terrestres cultivés ne remplacent pas. Alors il y a plein de raisons de les étudier. D'abord pour répondre potentiellement à des besoins nouveaux, ce que je viens d'évoquer, qu'on ne connaît pas, ou optimiser ce qu'on connaît, produire plus, produire mieux, produire plus écologique, produire avec moins de polluants par exemple, et aussi connaître la diversité, découvrir de nouvelles espèces. Il y a des découvertes tous les jours. Donc là, c'est vraiment la connaissance. Ça peut être aussi ça, les intérêts de faire de la recherche. Alors oui, il y a des recherches qui sont menées dans ce sens-là. Il y a eu il y a quelques années pas mal de recherches sur les algues comme biocarburants, avec l'hypothèse de pouvoir substituer les carburants fossiles, pétrole majoritairement, par des algues ou des produits extraits d'algues. Ça fonctionne. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à la pompe remplir votre voiture avec des produits capables de faire fonctionner le moteur de votre voiture, notamment à cause du coût de production. Néanmoins, techniquement, ça semble fonctionner. On peut être capable de rouler avec sa voiture avec du carburant issu, extrait d'algues. Merci Charlie pour cette vidéo. Maintenant, nous allons avec Éloi et Noémie développer notre sujet, les algues, une ressource qu'on ne connaît pas. Bonjour Éloi, bonjour Noémie, merci d'être venus. Pour commencer, qu'est-ce que la MERCI et en quoi les recherches universitaires est-elle primordiale pour ce genre de sujet? Tout d'abord, bonjour à tous, nous sommes ravis d'être ici. Le laboratoire MERCI de l'Université de Caen a pour ambition de comprendre l'évolution de la biodiversité et des écosystèmes marins face à des contraintes environnementales d'origine naturelle et humaine. Cela regroupe une vingtaine d'enseignants-chercheurs qui mènent des projets de recherche fondamentale et appliquée en collaboration avec des partenaires publics et privés, nationaux et internationaux. Alors, le point de vue de la recherche et d'organisations comme la MERCI est très important pour la science et dans de nombreux domaines, car ce sont les avis de chercheurs, de spécialistes et d'experts qui ont fait des expériences précises dans le but d'obtenir des résultats concrets qu'ils peuvent analyser et ainsi nous pouvons avancer avec de nouvelles recherches qui auront un impact sur nos vies, vos vies, mais aussi la vie de vos enfants. Dans le cas des algues, cela permet de découvrir de nombreuses informations sur leur composition, d'observer des réactions et d'ainsi pouvoir informer ou peut-être prévenir la population d'un danger. Les algues sont un milieu qui garde encore ses secrets. On découvre tous les ans de nouvelles espèces d'algues avec des caractéristiques différentes. Justement, que retenez-vous des différentes utilisations des algues suite à cette rencontre? On retient que l'on utilise les algues pour beaucoup de choses qui nous sont notamment utiles au quotidien, mais que l'on pourrait encore plus les utiliser, comme ils le font notamment en Asie, où les algues ont une place très importante dans la culture. En Europe, la plupart des gens ne s'intéressent pas aux algues, car on a anciennement privilégié la nourriture terrestre, étant donné que la Méditerranée est une mer fermée, chaude, polluée et pauvre en nutriments. Cela se voit dans nos assiettes. En Europe, très peu de gens mangent des algues. Pourtant, celles-ci sont bonnes pour l'environnement et riches en nutriments. C'est aussi grâce aux algues que notre cerveau est devenu aussi gros par rapport à notre masse corporelle, d'après une chercheuse physico-chimiste américaine. Alors, peut-on voir l'utilisation des algues comme quelque chose de positif? Bien sûr, les algues sont notamment des composants importants dans certains médicaments que nous utilisons tous les jours. Par ailleurs, beaucoup de recherches se fait dans la médecine pour trouver des solutions contre certaines maladies, car les algues contiennent des métabolites d'intérêt et possédant des propriétés biologiques. Avec ces algues, on a pu aussi mettre au point des tests PCR, mais aussi le traitement des brûlures. Les algues jouent aussi un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, car elles absorbent le carbone, libèrent de l'oxygène et atténuent l'acidification des océans.
Il y a une autre piste que l'on pourrait explorer dans le futur, c'est celle du biocarburant avec des algues, donc de l'algocarburant, qui nous permettrait de résoudre de nombreux problèmes sur le sujet des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on sait déjà faire rouler une voiture ou faire voler un avion avec des algues, mais cela est encore beaucoup trop cher pour être introduit sur le marché. Mais alors, les algues ont-elles un défaut ? Forcément, les algues apportent de la pollution visuelle avec les marées vertes. Mais qu'est-ce qu'une marée verte ? Une marée verte, c'est l'accumulation d'algues vertes sur les côtes, sur les plages, amenées par les marées. De ces zones d'accumulation, parfois peuvent sortir des gaz nauséabonds qui viennent de l'émission du méthane, un gaz à effet de serre potentiellement toxique. Donc, ces algues peuvent être dangereuses. Benoît Véron nous avait notamment appris que tous les ans, on recense des morts tuées par ces algues toxiques, surtout en Bretagne où les marées vertes sont présentes sur les côtes. Il y a aussi des algues que l'on ne peut pas manger. Elles seraient dangereuses pour nous et pourraient causer des maladies. Avec cette rencontre, on note aussi que nous ne sommes pas assez informés sur le sujet alors que nous habitons à proximité de la mer. Avez-vous justement quelques conseils pour ceux qui nous regardent et qui se promènent régulièrement sur les plages ? Oui, il faut éviter de marcher, de jouer, de promener son chien près des tas d'algues. Si vous voyez des zones d'accumulation, il faut les signaler à la mairie. Et enfin, il ne faut surtout pas les manipuler car ces algues elles peuvent libérer des gaz toxiques et mortels. Merci beaucoup à vous trois pour cette chronique intéressante et utile. Et oui, car malgré leur aspect très néfaste, les algues peuvent aussi nous être utiles. Comme en cuisine par exemple, avec cette spécialité qui a inondé le marché européen ces dernières années. Vous l'aurez compris, c'est des sushis dont nous allons parler dès à présent. Alors Louise, Maya et Salomé, j'ai cru entendre que vous étiez devenus des spécialistes du sushi. Dès maintenant, nous allons passer à un quiz et je vais commencer par une première question. Savez-vous d'où viennent les sushis ? Cette question c'est pour vous le public. On attend une réponse de votre part. Allez, levez la main, ne soyez pas timide. Oui. Eh bien, du Japon. Et non. Alors ? Et non, en vérité, les sushis viennent d'Asie du Sud et non du Japon. En effet, Louise, les sushis, aujourd'hui symbole mondial de la culture japonaise, ont une histoire fascinante liée à la mer et à la préservation du poisson. Il y a plus de 1000 ans, le nare-sushi utilisait la fermentation du poisson avec du riz pour le garder longtemps. Au Japon, cette méthode a évolué. Le riz vinaigré a remplacé la fermentation, permettant de manger du poisson frais plus rapidement. Merci Salomé pour ces précisions historiques. Au fil du temps, les Japonais ont transformé la recette pour créer les sushis tels qu'on les mange aujourd'hui. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo filmée à Fleur de Sushi, un restaurant de sushi à Caen. Nous avons filmé un des cuisiniers qui va nous montrer la préparation des sushis. Comment on fabrique les sushis? En premier lieu, il y a le riz. C'est littéralement la base, c'est le plus important. Donc en gros, le riz va être cuit en premier lieu de manière active et passive. Par la suite, il va être vinaigré et refroidi, ce qui va donner sa texture collante. Si vous voulez, il y a le copain qui en fait là d'ailleurs. Ensuite, il y a les feuilles de nori. Ça va être l'œuf qui va être séché, entreposé sur le riz, formé par cette machine. Et ensuite, il va y avoir cette machine qui va former le tapis. C'est un gain de temps. Alors maintenant, nous allons continuer donc avec un vrai ou faux. Première question pour vous, le public. Certains poissons peuvent avoir les mêmes effets que la drogue. Et je tiens à rappeler que la consommation de drogue est dangereuse pour la santé. Faux. Eh bien, c'est vrai, la saupe est un poisson qui, une fois consommé, peut donner des hallucinations. Il était même utilisé dans l'Empire romain pour ses effets hallucinogènes. Deuxième question. Les restaurants de sushi utilisent-ils du vrai wasabi ?
Alors, à votre avis? C'est faux. Effectivement, le wasabi des restaurants n'est souvent pas du vrai wasabi. Dans beaucoup de restaurants, le wasabi est en réalité un mélange de réfort, moutarde et colorant vert, car le vrai wasabi est rare et très cher. Troisième question pour vous. Les sushis sont un fast-food au Japon, vrai ou faux? C'est faux. Ben non, c'est vrai. Les sushis étaient à l'origine une sorte de fast-food. Au début du 19e siècle, à Tokyo, les sushis appelés nigiri étaient vendus dans la rue, un peu comme des sandwichs ou des hot dogs aujourd'hui. Est-il rapide de devenir chef sushi? Alors, à votre avis? Non. Non. Non, effectivement, le chef sushi s'entraîne pendant des années. Dans la tradition japonaise, un apprenti peut passer plusieurs années uniquement à apprendre à cuire le riz avant de toucher au poisson. Vrai ou faux, le thon n'est pas un produit cher? Je fais mon petit tour, excusez-moi. Dis-moi tout. C'est vrai? Le thon peut valoir une fortune. Lors de ventes aux enchères au marché de poissons de Toyosu Market, certains thons destinés aux sushis se sont vendus plus d'1 million de dollars. Et enfin, dernière question, faut-il tremper tout le sushi en entier dans la sauce soja? Non. En effet, tremper son riz dans la sauce soja est très mal vu au Japon. Selon l'étiquette japonaise, on trempe le côté poisson dans la sauce, pas le riz, pour éviter qu'il ne se défasse. Merci beaucoup à vous, le public, pour ces réponses. Salomé, je te laisse le mot de la fin. Merci. Les sushis dépendent des ressources marines telles que le thon ou le saumon. Aujourd'hui, face à la surpêche, il est important de pratiquer une pêche durable pour protéger la mer et préserver cette tradition culinaire. L'histoire des sushis montre notre lien avec la mer, source de vie et de culture qu'il faut protéger pour les générations futures. Merci. Malheureusement, les conséquences de la pollution se retrouvent aussi dans nos assiettes puisque la plupart des sushis comportent des microplastiques incorporés durant leur vie dans la mer. Tout ça est dû à la pollution plastique qui ravage nos océans. C'est notre prochain sujet sur lequel Léonine, Juliette, Lilou et Julia ont enquêté. Oui, en effet, nous avons travaillé sur la pollution plastique dans les océans, un sujet actuel très préoccupant qui nous concerne tous. Mais est-ce que les habitants du bord de mer se rendent compte de l'impact des déchets sur leurs plages ? Pour obtenir des réponses, nous sommes directement allés à la rencontre des passants le dimanche 8 février sur la plage de Luc-sur-Mer. En un mot, que vous inspire l'état actuel des océans? Une grande inquiétude. Ça fait peur. Je pense au plastique. Catastrophique. Une catastrophe. Pollué. Catastrophique. Et selon vous, combien de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans? 180 000 tonnes, 3 millions de tonnes ou 12 millions de tonnes? Je pense que c'est en millions. 3 millions, on va dire. On est, oui, on moi est je optimiste. pense aussi c'est tellement énorme que je pense c'est énorme, je saurais dire, peut-être en millions. 12 millions. Pareil. 3 millions. Au moins 3 millions de tonnes. Alors, moins, quand même. 180, là, le premier. Je dirais 3 millions. 3 millions? Je dirais le deuxième, c'était 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, je dirais 3 millions. Entre 9 et 14 millions de tonnes. Et 15 tonnes de plastique par minute sont déversées dans l'océan. C'est beaucoup. C'est énorme. Bah, c'est beaucoup. C'est énorme. Voilà, c'est pour ça que c'est inquiétant.
connais donc les conséquences dramatiques de la pollution plastique. Mais concrètement, comment je peux agir? Tu peux rejoindre une association comme Surfrider par exemple. Mais c'est quoi l'association Surfrider? Surfrider est une association environnementale créée en 1990 à Biarritz. Son objectif est de protéger les océans et les plages. Pour cela, elle organise des initiatives océanes. En quoi ça consiste? Les initiatives océanes sont des nettoyages de plages. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur le site et de vous inscrire. Nous avons pu y participer le 28 février dernier à Merville-Franceville et en apprendre plus en interviewant des bénévoles. Voici notre expérience en images. Bonjour Justine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour effectuer un ramassage de déchets et nous allons vous poser quelques questions sur votre association. Comment impliquez-vous les citoyens dans vos actions? Alors on fait des collectes de déchets comme celle qu'il y a aujourd'hui, sur lesquelles on communique dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et on est aussi présent sur des forums des associations et on fait également des interventions en classe. Quels sont les principaux déchets liés à la pollution plastique et comment remédiez-vous à cela? Alors les principaux défis, c'est déjà de réduire la pollution plastique, notamment la pollution marine, que la plupart des déchets qu'on retrouve en mer viennent de la Terre. Il y en a à peu près 8 sur 10 qui viennent de la Terre et qui sont juste amenés jusqu'à la mer par l'écoulement des eaux. Donc c'est déjà réduire le plastique de manière générale. I stretch my head, but my cup just goes up. Quels résultats concrets avez-vous obtenus ces dernières années? Alors les résultats, il y a eu des résultats au niveau du Parlement européen. À la fin de chaque collecte, le nombre et le type de différents objets collectés sont transmis à l'Association nationale du Surfrider et après c'est transmis au Parlement européen. Et au fur et à mesure des années, ça a permis par exemple d'interdire les pailles en plastique. Lors de cet après-midi, avec les bénévoles que nous remercions, nous avons ramassé 6 kg de déchets en 45 minutes, principalement du verre et du plastique. Nous remercions aussi Madame Bétourné qui avait pris contact avec l'association et qui nous a fait travailler en cours d'anglais sur la pollution des mers et des océans. Nous avons réalisé des vidéos de prévention pour lutter contre cette pollution. Nous en avons choisi une à vous faire découvrir. We all like to go to the beach and admire the beautiful view that comes to us. Unfortunately, it won't be long until almost every beach gets tainted with plastic. Indeed, we use way too much single-use plastic, which can explain why every year there is 8 million metric tons of plastic that is thrown in the ocean. Also, our marine activities have an impact. Just like fishing, when the equipment is lost, or when we practice overfishing, because not only the amount is excessive, but also the way that it's cooked is terrible. But if we throw plastic in the oceans, it can be dangerous for the sea animals. It often happens that a turtle or fish mistake plastic for food and eat it, but since it isn't meant to be eaten, they can die. Even if they don't eat it, they can be in danger because there is a risk of entanglement. Besides, plastic contains toxic elements that can hurt the animals and even us if we eat sea animals. Plastic in the oceans create pollution and increase oxygen production and animal reproduction problems. Since plastic stays afloat in the oceans, it creates islands of plastic, like the 8th continent. To protect the environment from pollution, we need to take action at every level. First, it is essential to manage our plastic waste and clean beaches to prevent contamination of our shores. We should also educate children about good habits to protect nature and marine animals.
Preventing the generation of disposable products and identify the main sources of pollution are important steps. Then we could improve solid waste management, increase recycling, and reusing resources can make a big difference. To take care of the ocean, we must reduce plastic in the waste stream. Governments have a key role. They need to introduce stronger legal protection and change food packaging to limit pollution. Finally, supporting organizations like WWF, listening petition may encourage government to act. By combining this solution, we can help create a cleaner environment for everyone. Un grand merci à vous, les filles, pour cette prévention, car en effet, le plastique est un des fléaux de notre société. C'est à cause de lui que s'est créée une immense étendue de plastique qu'on appelle le 7e continent. Le 7e continent se crée aussi à cause des courants. Mais c'est quoi les courants ? Rachel, Yael, vous pouvez nous expliquer ? Bonjour, nous sommes Rachel et Yael et aujourd'hui on va vous parler des courants marins en Normandie pour que tout le monde ait les bases. Tout d'abord, il faut savoir que les courants normands sont influencés par la Manche qui est reliée à l'océan Atlantique et à la mer du Nord, ce qui crée des marées très puissantes et donc des courants parmi les plus puissants d'Europe occidentale. Un exemple très connu en Normandie est le raz Blanchard situé au niveau du cap de la Hague. C'est l'un des courants les plus puissants d'Europe pouvant dépasser 10 nœuds l'unité de vitesse lors des grandes marées. Les courants sont causés par la rotation du Soleil et de la Lune, ce qui provoque la montée et la descente du niveau de la mer. La Lune exerce une force gravitationnelle sur les océans. Elle varie considérablement selon le lieu, mais est très prévisible de nos jours. Lorsqu'on parle de courant de flot, c'est marée montante, alors que lorsqu'on évoque un courant de Justin, c'est marée descendante. Durant un cycle, ils alternent toutes les 6 heures avec des périodes de calme appelées étales marines. La vitesse des courants est élevée, notamment lors des marées de vives eaux, lorsque le Soleil et la Lune sont alignés avec la Terre, comme la pleine Lune. Leur gravité provoque donc des marées très hautes et très basses. Leur intensité varie selon le coefficient de marée. C'est un nombre compris entre 20 et 120 qui indique l'amplitude de la marée, donc la différence de hauteur entre marée haute et marée basse. L'intensité et la variabilité dépendent aussi de la barymétrie, la mesure des profondeurs marines et de la configuration du littoral. Les courants forts sont autour des caps, des pointes et des baies comme le Mont Saint-Michel et les zones resserrées amplifient leur puissance. Les courants marins sont en constante interaction avec le vent et la météo, en Normandie plus particulièrement avec le vent, car il est fort et persistant, ce qui provoque des dérives de surface. Ces dérives peuvent influencer le déplacement des bateaux ainsi que des nageurs. Les courants venus de l'Atlantique jouent également un rôle important. La Manche est aussi un axe stratégique entre la France et le Royaume-Uni avec un trafic maritime très dense. Les courants puissants compliquent la navigation, surtout pour les petites embarcations. Ces conditions sont encore plus dangereuses pour les migrants qui tentent la traversée vers le Royaume-Uni, car les forts courants augmentent les risques en mer. Tout ça a des conséquences sur les activités marines comme la pêche et la sécurité en mer. Une mauvaise anticipation des courants peut entraîner des risques importants près des côtes et bien sûr une dérive importante. D'ailleurs, Yael, avant de partir en mer, quelles sont les informations météorologiques qu'il faut regarder en priorité ? Eh bien, la directrice de l'école de voile de Courseulles-sur-Mer a pu nous expliquer qu'elle vérifiait d'abord le vent, sa force et sa direction, les marées et leurs coefficients, ainsi que l'état de la mer et la hauteur des vagues. En conclusion, les courants marins en Normandie sont puissants, complexes et très variables. Ils viennent principalement des fortes marées, amplifiées par la géographie et modifiées par les conditions météorologiques. Leur compréhension est essentielle pour assurer la sécurité et l'efficacité des activités maritimes de la région, comme la pêche, l'ostréiculture et la voile. Merci à vous, Rachel et Yael, pour ces précisions sur les courants marins. Vous avez d'ailleurs évoqué leur utilité dans le monde de la navigation, et c'est le sujet passionnant sur lequel ont travaillé Amy et Chloé. Amy, je te laisse la parole. Tout à fait, merci Manuela. Comment parler des mers et des océans sans aborder l'aspect sportif et loisir des choses ? Nous vous parlons donc des sports nautiques. Avec nous, vous allez plonger au cœur de ce monde et en découvrir les géantes, les courses au large. Mais
Comment permettent-elles de rassembler profession et passion? C'est la question à laquelle nous avons choisi de répondre. Pour ça, nous avons interviewé 2 passionnés dont une professionnelle, Catherine Philippon et Margot Pelé. Et on les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de répondre à nos questions. D'accord, mais c'est quoi les courses larges? Les courses larges, ce sont des compétitions, surtout professionnelles, qui ont pour but de traverser les mers et les océans sur de grands bateaux habitables. Comme par exemple l'optimiste, la planche à voile ou encore le catamaran. Ce sont des sports très intéressants, mais malheureusement peu connus, donc peu pratiqués. Seulement 32 500 licenciés, il y en a 19 fois plus pour le basket. C'est sûrement à cause du fait qu'il faut habiter au bord de la mer ou que le matériel est très coûteux. Tout à fait. Pour nous parler de l'aspect passion de la voile, nous avons pu interviewer Catherine Philippon qui nous parle de son tour du monde en voilier. En fait, c'est un peu bizarre parce que on parlait de faire une traversée de l'Atlantique. On l'a fait quelques années avant et après. Un ami nous disait mais pourquoi vous ne faites pas un tour du monde avec votre bateau, et on n'avait pas le bateau adéquat. Donc on a acheté un bateau en acier. On a lu, on a fait faire et voilà, et après on avait tout ce qu'il fallait pour faire un tour du monde, mais on travaillait encore et on a eu l'occasion professionnellement de pouvoir s'arrêter et de prendre le bateau et de faire un tour du monde. Voilà, comme ça on a commencé parce qu'on était passionnés, mon mari beaucoup plus que moi. On a toujours fait du bateau ensemble, même avant de se connaître, on faisait déjà du bateau à voile. Donc voilà, c'était notre passion tous les deux. Avec nos enfants, on partait aussi toutes les vacances. Donc voilà, c'était pour un problème, grâce à ce problème accidentel de santé, qui n'était pas gravissime, mais qui a permis de prendre la mer. Pour plusieurs années, au début, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, et puis petit à petit, on a continué. Voilà. Mais c'était la passion avant tout, la passion d'être sur l'eau, en fait, simplement. 10 ans! Waouh, c'est une sacrée expérience. Ça vous a forcément amené de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments. Ce tour du monde, je crois que ça nous a apporté un grand bonheur, déjà. D'être ensemble et aussi de découvrir des pays et découvrir des gens magnifiques, de connaître des gens magnifiques, des gens qu'on n'aurait jamais connus avant, c'est sûr, et avec qui on est encore en relation. Voilà, même si on est éloignés les uns des autres, on a des souvenirs communs extraordinaires et on a vécu des choses hors normes, donc voilà quoi, c'est à vivre. Même si on se voit très peu, quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. On a trop de souvenirs extraordinaires ensemble. Donc c'est fabuleux. Et puis on a vu des choses. En 10 ans, on a vu tellement de pays auxquels, je sais pas, on n'aurait pas forcément été les visiter comme ça, prenant l'avion et une semaine ou 15 jours par-ci par-là. Non, en mer, on avait le temps, quoi. On avait tout le temps devant nous, on pouvait rester 1 mois, 2 mois, 1 an, voilà, tant qu'on voulait. Donc on n'était jamais pressé, mais des fois on avait envie d'aller toujours voir plus loin, en fait. Et puis il y en avait d'autres qui nous tiraient en disant, nous on part, voilà, en Australie, quand est-ce que vous venez en Australie? On disait, ben oui, on va réfléchir, et puis on y allait, quoi. Voilà un exemple, quoi. Mais... Elle a vu des endroits merveilleux. Elle nous parlait par exemple d'une de ses expériences en Indonésie lorsqu'elle a rencontré des orang-outans en liberté. Waouh, incroyable! En revanche, une aventure s'accompagne aussi de galères. Mais parfois, avec le recul, elles peuvent devenir des anecdotes dont on rit. En Indonésie, pour descendre sur la Nouvelle-Zélande, on avait beaucoup de mer. Je ne sais pas combien, il y avait peut-être 40 nœuds de vent en permanence, vent dans le nez, enfin en face, quoi. Et un peu de travers par moment, donc on ne pouvait pas trop être au moteur, donc on faisait on virait de bord de temps en temps, pour essayer de suivre une tracée quand même, un trajet correct pour arriver là-bas. Donc on est arrivé, je sais pas combien de temps on a mis, j'en sais rien.
peut-être une quinzaine de jours. Et mon mari, donc la mer était assez mauvaise. Sur un c'était un catamaran quand même assez gros, donc on était stable, mais en même temps ça bougeait quand même comme un catamaran. Voilà, on était à plat, mais voilà. Et à un moment donné, il y avait un sac à voile qui était à l'avant sur les trampolines, et il y en a il a tellement été secoué, pris la mer pendant des heures et des heures et des jours, qu'il a fini par tellement lourd qu'il a déchiré les bouts qui tiennent le trampoline, enfin voilà. Et mon mari a voulu aller avant pour changer le phoque, et là il s'est fait mal. Il s'est fait une sciatique assez douloureuse, disons. Donc après il est revenu, on n'a rien pu faire, donc on est resté un peu comme ça jusqu'au bout. Moi je tenais la barre et je suivais un peu les consignes. Et le capitaine étant un petit peu embêté avec sa santé, mais bon, voilà, ça s'est quand même passé malgré tout. Après, bon, ça s'est arrangé, la sciatique, c'est pas éternel, heureusement. Mais c'était une navigation qui n'était pas cool, parce que voilà, il n'était pas au mieux de sa forme. Et c'était lui le capitaine de bord quand même. Moi j'étais que la petite mousse qui suit les directives, même si je sais naviguer. D'être tout seul sur un gros bateau comme ça, c'est quand même il peut arriver plein de choses. On aurait pu taper sur un mammifère marin, je sais pas, un gros bidon qui est largué par les... Enfin bref. Donc bon, il nous est rien arrivé de mal, on a navigué correctement, on est arrivé à bon port, c'est bien passé. Mais sur le coup, plus de peur que de mal. Ok. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup Catherine d'avoir répondu à nos questions. Vous avez forcément rencontré des problèmes techniques. Eh bien, pour nous parler justement de cet aspect professionnel, nous avons interviewé une professionnelle justement de la construction de bateaux qui s'appelle Margot Pelé. Oui, c'est une ingénieure mécanique en bureau d'études. Elle travaille sur la conception du trimaran SVR Lasertig, c'est-à-dire qu'elle imagine le bateau avec d'autres professionnels, puis elle le réalise avec les matériaux adéquats. On rappelle qu'un trimaran, c'est un bateau à 3 coques. Tout à fait Chloé, mais écoutons plutôt Margot nous expliquer en quoi consiste son métier. Elle le fera forcément mieux que nous. Bien sûr. Ingénieur en mécanique en bureau d'études. Un bureau d'études, en gros, c'est un regroupement d'ingénieurs où on va calculer des choses tous ensemble, chacun avec ses compétences, pour donner du travail aux techniciens ou aux opérateurs qui fabriquent vraiment les objets. Et après, chacun a sa petite spécialité dans un bureau d'études. Nous, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7 ou 8 dans le bureau d'études. Et on est plusieurs ingénieurs en mécanique. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais ? En gros, on fait des réunions. Donc, on a notre bateau qui existe aujourd'hui. Et le but, c'est qu'il gagne les courses. Donc, il faut qu'il aille le plus vite possible. Et pour ça, on fait des réunions pour avoir des idées, pour savoir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Par exemple, en changeant les safrans, en faisant des nouvelles poulies, en faisant des bâches plus aérodynamiques pour le bateau. Donc ça, on a les idées tous ensemble en réunion. Et après, une fois que le directeur du bureau d'études, il a décidé qu'on allait mettre cette idée en place, moi, je fais en sorte que ça devienne réalité. Et des fois, je n'ai pas toutes les compétences. Donc des fois, je dois demander à des cabinets de calcul, qui ont des ordinateurs plus puissants et des logiciels différents des nôtres, si la structure du bateau, elle va supporter les modifications. Je dois demander aux architectes comment on va faire les modifications. Après, je dessine la pièce en 3D sur CATIA, qui est notre logiciel. Et après, je la fais fabriquer. Soit par... donc nous, on travaille avec 2 matières, en gros, soit des inox, du métal. Là, je la fais fabriquer par des usineurs qui sont en Bretagne. Avec un mec qui vient faire du fraisage, qui vient travailler la pièce en métal pour lui donner sa forme finale. Soit on travaille avec des plis de carbone, donc ce qu'on appelle du composite. C'est une matière qui est assez chère, mais qui est hyper pratique parce qu'on peut la réparer. Tous nos bateaux, ils sont faits en carbone, comme les avions. Et donc ça, on le fait en interne. C'est des gars de chez nous qui le font. Et donc, moi, mon travail, c'est de prendre l'idée, de récupérer toutes les bonnes informations pour savoir comment on va le faire, et après de faire des plans pour que ça devienne réalité, en gros. Waouh, c'est beaucoup plus clair. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Voir le produit fini. Et aussi, le deuxième truc agréable, c'est qu'on a un seul bateau.
Enfin, on le fait qu'en un exemplaire, du coup, c'est un prototype. On fait que essayer des choses et toutes les pièces qu'on fait, on les fait une fois. Et donc, ça, c'est hyper chouette d'être toujours en train de tester des nouvelles choses et d'apprendre des nouvelles méthodes. On refait pas 2 fois exactement pareil la même chose. Déjà, du coup, tu passes ta journée dehors et t'es vraiment hors du temps. En fait, parce que les heures, elles ont vraiment plus d'importance en bateau. Tu te dis pas, il est midi, faut que je mange, il est 19h. Bon, il y a ça, il y a ton corps qui te le rappelle qu'il faut que tu manges. Mais sinon, ton cerveau, il switch vraiment en mode course. Et le seul truc qui devient important pour toi, c'est la course. C'est de prendre un bon départ, c'est de pas cogner les autres bateaux au départ, et c'est d'aller le plus vite possible. Et ton cerveau, il est ultra focus sur les gens autour de toi. Du coup, t'es vraiment dans l'instant présent, on va dire. Et moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça en dehors du sport. Mais du coup, quand t'es en bateau, tout ce qui compte pour toi, uniquement, c'est la course que t'es en train de faire. Et du coup, c'est assez agréable d'être concentré comme ça. Puis c'est aussi des choses que tu peux partager. Donc c'est ça que vous préférez quand vous êtes en mer. Je comprends mieux. Ça y est, je comprends la relation entre profession et passion. Je t'en prie Chloé, éclaire notre lanterne. En fait, tout commence avec la passion jeune, lorsqu'on découvre la voile. Puis, en pratiquant, les sensations arrivent. Et une fois devenu adulte, on peut choisir de passer professionnel, si on le souhaite. Exactement. Profession et passion sont indissociables. Il faut des professionnels pour pouvoir pratiquer, comme des moniteurs en école de voile ou des constructeurs comme Margot. Et il faut être passionné pour devenir professionnel et faire vivre ce monde. Celui de la voile et de la course au large. Merci beaucoup les filles pour votre reportage. Et vous évoquez, après avoir abordé le côté solaire et sportif des courses et de la mer, nous allons passer au côté plus sombre et fascinant des océans, celui des mythes. Noah va vous présenter le mystérieux mythe de l'Atlantide. Bonjour à toutes et à tous, merci Manuela. Comme tu l'as dit, nous commencerons par nous plonger dans la légende de l'Atlantide, un continent mythique dont l'histoire fascine les hommes depuis plus de 2000 ans. Cité pour la première fois dans les dialogues de Timée et Critias écrits par Platon, l'Atlantide est présentée comme une civilisation prospère, avancée technologiquement et riche, engloutie soudainement par une catastrophe inconnue. Entre mythes philosophiques et hypothèses historiques, ce continent contrôlé autrefois par Poséidon soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions. S'agit-il d'une simple allégorie créée par Platon pour illustrer ses idées politiques ou d'une vraie civilisation qui aurait sombré sous les flots? Selon la légende, elle serait maintenant à des kilomètres en dessous de nous, avec ses secrets, ses mystères irrésolus et ses avancées révolutionnaires. Je suis maintenant entouré de 4 expertes. Experte historienne et philosophe Léa, experte scientifique et réseaux sociaux Ambre, experte politicienne et sociologue Margot, experte de la pop culture Marine. Plongeons-nous dès maintenant plus profondément dans le mythe avec Léa qui va commencer à nous éclairer sur le sujet. En fait, l'Atlantide, c'est un mythe qui vient de Platon, un philosophe grec de l'Antiquité. Et comme tu l'as dit, Noah, on le retrouve dans 2 de ses dialogues, le Timée et le Critias, où il réfléchit aux origines du monde. Dedans, il décrit une île où Dieu et humains vivaient ensemble, en harmonie. Mais derrière ça, c'est surtout une façon de critiquer Athènes, comme un miroir inversé de leur société. Un miroir inversé. Exactement. En fait, Platon cherche à avertir ses concitoyens en leur présentant une cité jumelle à la leur. Une société riche, puissante, mais désordonnée et sans éthique. Avec l'Atlantide, il pousse les Athéniens à corriger leur division politique ou leur indiscipline. Il critique leur comportement et rappelle une idée essentielle. Une civilisation comme ça finit toujours par s'effondrer. D'ailleurs, Platon utilisait souvent des récits pour faire passer ses messages. Donc l'Atlantide, c'est surtout une image pour réfléchir à ce qu'est une bonne société et c'est pas forcément un fait réel. Et vous saviez qu'il existe aussi des vestiges de Pavlopétrie? C'est une ville cachée sous près de 4 mètres d'eau, recouverte d'une épaisse couche de sable, au large de la Laconie. Fascinant, ce mythe a traversé les siècles. À la Renaissance, il est redevenu populaire grâce à la redécouverte des textes anciens. Et vous saviez qu'il a même été utilisé par les nazis? Ils disaient que les Aryens venaient des Atlantes et justifiaient grâce à ça leur prétendue suprématie. C'est un bon exemple de la manière dont les histoires peuvent être détournées parfois pour appuyer des idées politiques. Ça montre aussi que les légendes, elles peuvent aussi servir à convaincre les gens, même si ce n'est pas toujours vrai.
Il faut donc se méfier, même dans la vie de tous les jours, de toute rumeur et affirmation non fondée. Côté scientifique, beaucoup ont essayé de prouver que l'Atlantide existait. Ambre va nous parler de l'un d'eux. Oui, merci Noah. Par exemple, Olof Rudbeck, un scientifique suédois du XVIIe siècle, était persuadé que l'Atlantide existait. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs pensent que c'est un mythe. Il y a eu de nombreuses recherches, mais aucune preuve solide. L'Atlantide reste une histoire. Même si on trouve des villes sous l'eau, elles ne correspondent pas à ce mythe. La science doit toujours être vigilante face à de telles histoires. Pourtant, cette légende restait très connue, n'est-ce pas Marine? Exactement Noah. La culture populaire garde cette légende en vie. Il y a plus de 150 000 livres à ce sujet, dont beaucoup d'ouvrages pour les plus jeunes, comme dans la série de fiction Gardien des cités perdues, où l'Atlantide est mentionnée, ou encore la bande dessinée Atlantide, l'Empire perdu, mais également dans des films comme Les 7 cités d'Atlantis ou Aquaman, et des milliers de vidéos et de podcasts sur YouTube. Internet aide à faire connaître l'Atlantide. Elle attire toujours, parce que l'inconnu fascine beaucoup de monde. Ce qui nous amène à un point important, le rôle des médias et d'Internet dans la diffusion de ces histoires. Les réseaux sociaux font que les histoires sensationnelles se répandent vite, souvent sans vérifier les faits. Cela peut créer de fausses informations ou des théories du complot, mais cela peut également donner envie aux gens de s'intéresser ou de se poser des questions pour se cultiver. Mais justement, j'ai vu récemment un article sur les réseaux à propos du Doggerland. Il y a 15 000 ans, existait le Doggerland, une terre entre la France et le Royaume-Uni, qui a progressivement été englouti par les flots, en séparant ainsi le Royaume-Uni du continent. Des archéologues ont récemment découvert, sous la mer du Nord, une centaine d'objets en silex. Cette disparition rapide, sur 1500 ans, elle rappelle forcément notre légende de l'Atlantide. Aujourd'hui, avec ces infos, on doit prévoir la montée des eaux, et qui menace notre planète. Et pour rappel, le GIEC prévoit une élévation de 30 cm du niveau des mers d'ici 2050. Quelle histoire incroyable! C'est un avertissement à ne pas ignorer. Alors finalement, croire au surnaturel, ça veut dire qu'on manque d'esprit critique ou c'est juste être ouvert à d'autres idées? Je pense que c'est un mélange. C'est normal d'être curieux, mais il faut aussi savoir garder un regard critique pour ne pas croire n'importe quoi. Et puis, le mystère fait partie de la beauté des océans. Ces histoires font partie de notre culture et nous aident à imaginer le monde autrement. Merci pour toutes ces réponses enrichissantes. Même si ces histoires restent un mythe, il ne faut pas l'ignorer, car elles cachent un lourd message sur notre société d'aujourd'hui et permet de se remettre en question pour arriver à évoluer de la meilleure façon possible. Elle permet aussi de booster notre imagination sur les abysses qui est un coin de la planète qui est encore inexploré. Bonjour tout le monde, maintenant parlons du triangle des Bermudes, une zone de l'océan Atlantique située entre les Bermudes, Miami et Porto Rico. Depuis les années 50, cette région est au cœur de nombreuses légendes à cause de mystérieuses disparitions de navires et d'avions. Certains parlent de phénomènes surnaturels et même d'extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit simplement d'accidents liés aux conditions météorologiques ou à des erreurs humaines. Entre mythes rapportés et réalité historique, le triangle des Bermudes reste incompris. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette célèbre énigme. Je te laisse la parole, Léa. Merci beaucoup. D'abord, ce qui est fascinant, c'est que le mystère du triangle des Bermudes suit exactement le même schéma que celui de l'Atlantide évoqué par Platon. À l'origine, ce sont des récits occasionnels, comme des disparitions de navires ou des anomalies de compas, qui avec le temps deviennent des légendes super populaires. Ces histoires se transforment et se transmettent de génération en génération, et ce, depuis des siècles. Donc le mythe serait plus ancien que l'article de Vincent Gadi paru en 1964, qui, je le rappelle à notre public, met un nom sur le phénomène. Tout à fait, Louise. Dans son article, Gadi popularise le terme « triangle des Bermudes ». Il donne une base au mythe que l'on connaît aujourd'hui. Mais bien avant, on avait connaissance d'incidents comme la disparition de l'USS Cyclope en 1918, qui avait déjà marqué les esprits. Et encore avant cet événement, Christophe Colomb lui-même avait alimenté la légende en évoquant des problèmes de compas dans cette zone. Pourtant, donner un nom à un phénomène, ça lui a vraiment donné une existence culturelle. Justement, du côté de la culture populaire, c'est à partir de là que tout s'enflamme. Un auteur en particulier rédige de spectaculaires histoires à ce propos. Laissez-moi vous parler de Charles Berlis. Dans les années 1970, il popularise des hypothèses à base de civilisations disparues ou de vortex interdimensionnels. Waouh, rien que ça, c'est sensationnel. Je te l'accorde bien. Et plus récemment, le cinéma et le divertissement s'en sont emparés.
Des films comme Percy Jackson, La mer des monstres, ou même Des illusions du magicien David Copperfield utilisent le triangle comme décor mythique. Ces représentations dans la pop culture nourrissent l'attrait pour ce mystère, mais on reste clairement dans le domaine de la fiction. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça prend autant? Pourquoi on a tendance à vouloir y croire sans se poser de questions? En réalité, on peut l'expliquer assez facilement. Ce que nous ignorons questionne notre logique, qui remet en question ce que l'on croit savoir, notamment ici, avec le triangle des Bermudes. Ça crée de l'angoisse. Et l'angoisse, elle entraîne des histoires et des récits aussi fascinants qu'impressionnants. Bon, replongeons-nous quelques décennies auparavant. Après la Seconde Guerre mondiale, on est dans les débuts de l'ère nucléaire. On a peur de ces fascinants progrès technologiques et de tout ce qui peut advenir. Par exemple, la fameuse escadrille 19 dont vous avez sûrement entendu parler en 1945 s'est probablement perdue en mer à cause de problèmes de compas et de carburant, et non à cause d'un phénomène surnaturel. Pourtant, dans ce contexte d'incertitude de l'époque, c'est vrai que les gens ils préféraient se rassurer assez bizarrement. Ils ont parfois choisi une explication surnaturelle à la réalité. Le mythe, il rassure presque, il donne une cohérence à l'inexplicable. Inexplicable peut-être pas. Côté scientifique, on en est où aujourd'hui, Ambre? Tu as des explications plus concrètes? Alors oui, des explications rationnelles existent et sont souvent relayées sur les réseaux sociaux. Les scientifiques évoquent des vagues céléatres, des tempêtes violentes ou encore des bulles de méthane sous-marines. Simon Boxall, océanographe, a montré que ces vagues géantes pouvaient facilement engloutir des navires. Et surtout, le chercheur et bibliothécaire Lawrence Kusch a aussi démontré que beaucoup de disparitions avaient été exagérées ou même déplacées géographiquement. Tout cela pour évidemment rendre le mystère plus intriguant. Donc au final, le triangle des Bermudes reste surtout une légende. Tu viens d'évoquer les réseaux sociaux, peux-tu nous en dire plus? Les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure, et en particulier les mystères comme celui du triangle des Bermudes. Les théories tournent en boucle et les algorithmes adorent les histoires étranges comme celle-ci. Une théorie peut devenir virale en quelques heures, même sans preuve scientifique. C'est un peu comme le cas de l'Atlantide. À chaque fois, les réseaux agissent pareil. Ils amplifient, réinventent, interprètent et même déforment des mythes parfois antiques. Mais en réalité, ça leur donne une prospérité incroyable. La preuve, on en parle aujourd'hui sur ce plateau. Donc si je résume, le triangle des Bermudes est une zone maritime bien réelle dans laquelle a pu se produire des accidents documentés et ce depuis des siècles. Il faut agiter une bonne dose d'imaginaire collectif, la récupération du mythe par la culture populaire et un amplificateur moderne, les réseaux sociaux. Merci à tous pour cet échange très enrichissant. Bon, au final, que ce soit l'Atlantide ou le triangle des Bermudes, ces légendes montrent à quel point l'être humain est fasciné par l'inconnu. Entre imagination, histoire et science, elles nous poussent à nous questionner et à garder un regard critique sur ce que l'on entend. Exactement. Comme l'ont dit nos experts, même si ces mystères ne sont pas toujours réels, ils font partie de notre culture et continuent d'inspirer notre curiosité. À nous de savoir faire la part des choses entre mythe et réalité. Nous accueillons dès à présent Juline, Léandre, Héloïse et Luxa qui vont nous parler d'un sujet de géopolitique plus actuel. Héloïse, nous t'écoutons. Hello, we are going to present the economic and social impact of the Brexit on fishing. Brexit means British exit. Indeed, England left the European Union on the 31st of January 2020. Because of that, we wondered if there were some disagreements between England and France about fishing. Bonjour, nous allons présenter l'impact économique et social du Brexit sur la pêche. Donc le Brexit, venant de l'anglais Britain exit, veut dire sortie du Royaume-Uni. En effet, ils ont quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. C'est pourquoi on s'est demandé s'il y avait des désaccords entre la France et l'Angleterre par rapport à la pêche. Sur le papier, les accords de pêche signés entre l'Union européenne et l'Angleterre en 2025, soit 5 ans après le Brexit, semblent tourner à l'avantage des pêcheurs européens.
En effet, ils sont autorisés à pêcher dans les eaux britanniques jusqu'en 2038. Dans une interview France Info, donnée au mois de mai dernier, Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches des Hauts-de-France, confie qu'il est satisfait et soulagé et qu'il ne pouvait espérer mieux. Mais il reste le point délicat des quotas, puisque 25% des quotas européens pêchés dans les eaux britanniques ont été progressivement réattribués au Royaume-Uni entre 2021 et 2026. Pour Olivier Leprêtre, il s'agit de la contrepartie d'un accord de non-renégociation de 13 ans. Pour mieux comprendre le ressenti direct de pêcheurs français, Luxa et Isalis se sont rendus au port de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Alors je m'appelle Benjamin, je vends du poisson sur les étals de Courseulles pour le bateau l'Espérance. D'accord. Depuis une vingtaine d'années à peu près. D'accord, merci. On aurait quelques questions car dans le cadre du projet de la web TV qu'on fait avec notre lycée, nous travaillons donc sur les océans et les mers et on aurait quelques questions sur les relations entre la France et l'Angleterre depuis le Brexit, donc les relations pour la pêche. Ouais. Donc tout d'abord, on voulait savoir quelles sont les relations entre les pêcheurs français et les pêcheurs anglais depuis donc le Brexit. Pas super bonnes, elles ont jamais été super bonnes de toute façon. Oui. Il y a toujours eu un litige au niveau de la Manche. D'accord, merci. Et les nouveaux quotas imposés après le Brexit ont-ils modifié votre façon de travailler? Alors par ici, oui et non, parce qu'il y a des endroits où on allait près de leurs côtes. Mais c'est surtout eux qui venaient beaucoup près des nôtres. Donc après, ils pêchent beaucoup plus, mais en eau internationale, au milieu de la Manche. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez constaté des changements dans les prix ou dans les ventes? Non, pas du tout. Donc ça n'a pas évolué par rapport. Le poisson a augmenté, oui, mais pas par rapport au Brexit. D'accord. Quel est l'impact sur votre entreprise et votre équipe et vous-même? Nous, il n'y a pas de gros impact, hormis pour la coquille Saint-Jacques. D'accord. Pour eux, leur quota, leur saison de pêche n'est pas la même. Ils ont pas de. Nous, la coquille Saint-Jacques est fermée chez nous du 15 mai au 1er octobre pour la reproduction. Que eux, en fait, c'est toute l'année. D'accord. Voilà. Donc quand vous allez en pêcher, il y en a moins. Ouais, c'est pour ça qu'on a la baie de Seine. D'accord. La partie qui est proche de la France, vraiment. Et eux, ils ont interdiction d'y venir. Tout comme nous, on a interdiction d'aller pêcher chez eux. D'accord. Et est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez bien que les États ou l'Union européenne fassent pour que vous ayez plus d'accessibilité sur la pêche et sur les eaux? Le respect des normes soient les mêmes. Les tailles de poissons, les tailles des bateaux, c'est très important. Oui. Parce qu'ils ont des bateaux immenses par rapport aux nôtres. Et ils font des ravages, quoi. Oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Cependant, nos voisins d'outre-Manche ont une autre vision des faits. Le 19 octobre 2025, Martin Gilbert, pêcheur de la mer des Cornouailles, déclare aux médias The Independent être très déçu. C'est toujours un cauchemar absolu pour les commerçants de vendre à l'étranger. C'est trop de tracas, informe-t-il. Il ajoute que la présence des chalutiers belges et français dans la limite de 6 à 12 000 nautiques cause beaucoup de dommages à leur flotte. Ils n'ont aucune considération pour qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes, il ajoute. Il déplore notamment avoir perdu des dizaines de milliers de livres d'équipement au cours des 30 dernières années. On peut en déduire que les différents accords n'ont pas réussi à satisfaire les deux parties. Merci à vous les filles pour ce reportage. Passons dès à présent à Juline et Léandre qui vont nous résumer les conséquences des accords post-pêche Brexit ainsi que les réactions qu'il y a pu y avoir des deux côtés de la Manche. Juline, nous t'écoutons. On peut retenir qu'économiquement parlant, les Français gardent accès aux eaux britanniques jusqu'en 2038. Ils perdent environ 25% des quotas, mais cette perte des quotas est étalée entre 2021 et 2026 pour limiter les dégâts. Cependant, les pêcheurs bénéficient d'ajustements pour la pêche de certains poissons. Côté britannique, ils bénéficient de meilleurs quotas, mais ont beaucoup de difficultés financières puisqu'ils ne peuvent plus correctement vendre leurs poissons car les coûts d'exportation sont devenus très élevés et il y a un gros côté administratif depuis leur sortie de l'Union européenne. Sur le plan social, en France, les pêcheurs sont contents de la stabilité, mais stressés par la baisse des quotas. De l'autre côté de la Manche, les Britanniques se plaignent des chalutiers belges et français qui, selon eux, rasent tout près de leurs côtes. Leur port également souffre entre Brexit et concurrence.
Pour conclure, personne n'est vraiment gagnant. Les accords évitent le pire, mais cela reste tendu avec des enjeux de survie pour les petits pêcheurs des deux côtés. Merci beaucoup à vous quatre pour avoir éclairci ce sujet. Maintenant, nous accueillons Lina, Violette, Angelina et Louison qui vont nous parler de leur travail qui a été fait en cours d'italien. Donc, pour commencer, on est 4 élèves de terminale A et B. Et notre sujet, donc on a travaillé en AMC, anglais et italien, rentre dans l'axe identité et échange. On a commencé par les terres d'émigration et ensuite les terres d'immigration. Très bien, merci. Donc maintenant, nous allons écouter un podcast qui a été illustré et réalisé par vous, les filles. Ellis Island è un'isola situata negli Stati Uniti, alla foce del fiume Hudson a New York. Tra il 1892 e il 1954 serviva come posto di immigrazione. Gli immigrati provenivano dal nord e dal sud d'Europa. La maggior parte del tempo cercavano di sfuggire alla povertà e alle intolleranze religiose che esistevano nelle piccole città di paesi come la Polonia, la Russia o ancora l'Italia. In questo breve reportage ci interesseremo particolarmente al caso italiano. Questo breve estratto proviene dal film Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola. Questa scena si svolge nel 1901. Vi si vede un bambino di 9 anni, Vito Andolini, che viaggia da solo perché la sua famiglia è stata uccisa in Sicilia dopo che suo padre ha insultato il capo della mafia locale. Vito è arrivato a New York in barca, ma è fuggito grazie al sogno americano che gli prometteva una vita migliore. Il viaggio durava generalmente tra 1 e 2 settimane. Le condizioni a bordo erano poco confortevoli. Inoltre, la nave ha diviso tutti i passeggeri per livello di salute e classe sociale, il che rivela forti disuguaglianze. Al loro arrivo venivano effettuati test per le prime 2 classi per verificare che nessuna malattia entrasse nel territorio. Alcune persone potevano essere messe in quarantena se fossero malate. Per tornare rapidamente alla storia dell'immigrazione italiana, dal 1861 circa 30 milioni di persone hanno lasciato il territorio italiano. La maggior parte degli immigranti erano in passato operai, piccoli proprietari terrieri che erano alla ricerca di un lavoro e di condizioni di vita migliori. Purtroppo al loro arrivo in America hanno dovuto affrontare l'integrazione, la discriminazione razziale, la lingua e le difficili condizioni di arrivo. Inoltre hanno dovuto affrontare pregiudizi come mafiosi, anarchici o ancora assassini. La diversità degli Stati Uniti deriva quindi principalmente dal sogno americano. Infatti, molte persone di diverse origini e etnie hanno viaggiato per stabilirsi in questo paese che prometteva loro una migliore qualità della vita. Beaucoup les filles pour ces explications. Maintenant, j'aurai 3 questions à vous poser, Violette et Lina. Question 1, qu'avez-vous appris de plus sur les conditions et les conséquences de ces voyages ? Du coup, la traversée durait entre 1 et 4 semaines, mais c'était généralement 4 semaines. Elle était très compliquée, surtout pour les passagers de la 3e classe, parce qu'il y avait 3 classes, donc des plus riches aux plus pauvres. Les individus étaient entassés les uns sur les autres dans les navires, donc c'était très inconfortable. Au niveau de la nourriture, elle manquait parce qu'elle était souvent mal conservée et l'eau potable était très limitée. Les embarcations étaient en mauvais état, il y avait une mauvaise hygiène et cela faisait que la propagation des maladies était beaucoup plus rapide. En maladie, on avait la typhoïde, le choléra ou encore la tuberculose. Et en plus, il n'y avait aucun moyen de se soigner à bord. Comme on a pu le voir sur le reportage, on a vu quelques images du début du film Le Parrain. Et donc on peut voir que les personnes malades arrivant sur le territoire étaient mises en quarantaine. Au niveau du moral,
Il y avait la nostalgie causée par le déracinement. Il y avait beaucoup de tensions à bord des navires et il y avait une forte fatigue. Évidemment, donc j'aurais une deuxième question. C'est à présent, Ellis Island, à quoi ça sert? Donc aujourd'hui, Ellis Island, ce n'est plus un centre d'immigration actif. Sa fermeture étant en 1954. Il sert principalement de site historique et touristique, donc notamment avec le musée de l'immigration, donc Ellis Island National Museum of Immigration. C'est également un lieu de mémoire pour les enfants et petits-enfants des immigrés. C'est un site historique protégé, donc Ellis Island fait partie du Statue of Liberty National Monument, qui est géré par le service du National Park. Et c'est donc une attraction touristique, donc accessible par un ferry depuis New York, étant donné que la Statue de la Liberté est adjacente à Ellis Island. Très bien, donc tu me parlais d'enfants et de petits-enfants. Est-ce que vous pourriez me citer des personnalités américaines dont les ancêtres justement font partie de ces immigrés? Donc on en connaît quand même beaucoup. On a Robert De Niro, Al Pacino, Lady Gaga, Madonna. Et on a aussi Ariana Grande, Frank Sinatra, Leonardo DiCaprio ou encore Olivia Rodrigo. Merci beaucoup Manuela, je te passe la parole. Et oui, car en effet, si l'Italie a longtemps été une terre de départ pour beaucoup, aujourd'hui la tendance s'est inversée. Regardons dès à présent le podcast réalisé par Louison et Angelina. Il mare e gli oceani sono spazi che collegano i continenti. Adesso il mare Mediterraneo è una grande rotta di migrazione verso l'Europa. Molte persone attraversano il mare per trovare una vita migliore. La maggiore parte delle persone arrivano sull'isola di Lampedusa. Lampedusa, situata tra l'Africa e l'Italia, è una terra d'accoglienza. Dal 2023 oltre 144.000 migranti sono arrivati. Gli arrivi continuano ad aumentare nel 2025. La maggior parte dei migranti sono uomini adulti, ma ci sono anche donne e bambini. Vengono da paesi diversi come Libia, Bangladesh, Siria e Tunisia. Dopo la traversata, organizzazioni come la Croce Rossa italiana accolgono le persone e danno cure perché il viaggio via mare è lungo e pericoloso. Oggi il Mar Mediterraneo è allo stesso tempo una via di speranza e un luogo pericoloso. Comprendere questa situazione permette di informare e sensibilizzare meglio sulle migrazioni attuali. Per approfondire l'argomento, ascolteremo un estratto dal podcast della terza supérieure del liceo Charles de Gaulle. Oui, il y a par exemple SOS Méditerranée, une association exclusivement en France qui part au secours des migrants en mer avec de grands bateaux et leur offre des vivres, comme de la nourriture, couverture, un endroit pour dormir, ainsi que les premiers secours. I migranti arrivano su delle barche o su dei gommoni poco sicuri e infatti molto spesso non hanno neanche i giubbotti di salvataggio e sulle barche non c'è neanche abbastanza cibo per poter nutrire tutti quanti. Merci à vous les filles. J'aurai maintenant une question pour chacune d'entre vous. Alors la première, pour toi Louison. Peux-tu nous rappeler quels sont les principaux dangers de la traversée de la mer pour les migrants ? La traversée de la Méditerranée représente un danger majeur pour les migrants. Beaucoup embarquent sur des bateaux très fragiles, souvent surchargés et avec des conditions météorologiques difficiles. À cela, on peut ajouter la faim et la soif et aussi des risques de noyade ou de naufrage. Les migrants peuvent aussi être exposés à des violences, notamment de la part de leurs passeurs qui vont exploiter leur situation. On peut aussi ajouter qu'avant d'arriver en Europe, certains peuvent subir des détentions, voire même des abus. Et enfin, une fois arrivés sur place, ils peuvent aussi faire face à des procédures longues et incertaines pour obtenir l'asile, avec bien sûr toujours le risque d'être renvoyés.
Et oui, un trajet long et compliqué. Merci pour tes précisions. Maintenant pour toi, Angelina, quels sont les points communs que l'on peut établir entre la traversée des migrants actuels, donc en Méditerranée principalement, et l'émigration via Ellis Island au début du XXe siècle? Comme tu peux nous parler par exemple des raisons, des contrôles à l'arrivée, des risques et des conditions de voyage. Effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, la situation actuelle peut être comparée à l'émigration via Ellis Island au début du XXe siècle. En fait, dans les deux cas, les migrants cherchent à fuir la pauvreté et à chercher une vie meilleure donc ailleurs, et où les voyages étaient éprouvants dans les deux cas. Cependant, il y a de grandes différences parce qu'en fait, autrefois, les migrations se faisaient légalement dans des bateaux organisés et où en fait, à l'arrivée, la majorité était acceptée via des contrôles rapides. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les migrations se font clandestinement avec des conditions de voyage très difficiles et où en fait les contrôles à l'arrivée sont beaucoup plus stricts avec des refus fréquents. Ainsi, on peut remarquer donc que la migration d'aujourd'hui est beaucoup plus risquée et beaucoup plus incertaine que celle du passé. Angelina, le contexte international actuel m'oblige à te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à l'actualité au Liban ? Alors, effectivement, je suis d'origine libanaise et j'ai donc toute une famille au Liban en fait. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça important d'en parler. Merci pour votre question. Grâce à l'accord de Madame Fortier, donc la proviseure de notre lycée Charles de Gaulle, j'ai pu faire un appel à la paix au lycée où en fait j'ai voulu informer de tout ce qui se passe dans mon pays, donc le Liban, et même dans tous les autres pays en guerre où en fait on voit des visages de martyrs tous les jours, des enfants qui ne vont pas à l'école, des familles détruites, des maisons en ruine, donc des souvenirs qui partent en fumée. Et en fait j'ai voulu en fait que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on se rende compte que tout ce qu'on a en fait en notre possession, tout est cher, que ce soit notre école, nos familles, nos amis ou tout ce qu'on a, la nourriture, etc. Parce qu'en soi, on s'en rend pas compte lorsque tout ça n'est pas menacé, on va dire. Donc voilà, j'ai eu de très bons retours de la part de mes professeurs et même des élèves. Je leur en remercie. Et en rapport avec la migration, on peut penser qu'on pourrait avoir une vague de migration, si on peut dire ça comme ça, de la part du Liban en Europe ou dans les pays avoisinant le Liban. Sauf qu'en fait, les migrations se font en interne, où en fait les familles fuient leur maison pour aller dans des villes dites un peu plus sécurisées. Mais au final, c'est toujours plus dur de partir de sa maison et de se dire que peut-être qu'on ne reviendra plus jamais. Merci beaucoup pour cette réponse. Évidemment, nous sommes de tout cœur avec les victimes du Liban ou du monde entier. Et donc, c'est sur ce message de paix que nous allons conclure notre émission. Mais avant tout, nous souhaitons remercier beaucoup de monde Merci. Nous souhaitons remercier beaucoup de monde puisqu'un projet comme celui-ci ne s'exécute pas tout seul. Avant tout, nous souhaitons remercier nos professeurs pour nous avoir proposé ce projet et nous avoir permis de le réaliser. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Nous remercions aussi la région Normandie pour avoir financé ce projet pour les lycéens et pour la Web TV, donc nous pouvons les applaudir aussi. Ensuite, nous pouvons en effet remercier la salle du Sillon pour nous avoir prêté cette magnifique salle et nous permettre de tourner ici à Caen directement. Un grand merci à RNJ, Reporter Normandie Jeunes pour leur accompagnement, à Claire et Antoine qui sont ici présents pour nous avoir guidés tout au long de ce projet. Et bien sûr, je n'oublie pas nos camarades que vous ne voyez pas, qui sont derrière les caméras et pourtant qui sont bien là, qui sont en régie, donc on peut bien sûr les applaudir. Donc bravo à tous pour votre travail et un dernier grand merci à vous, public, pour votre attention et à vous derrière vos écrans. Donc sur ce, nous vous souhaitons tous une bonne journée et surtout bon appétit!